J'ai passé une semaine à préparer ce dîner comme si c'était mon mariage. La liste de courses était codée par couleur, produits en vert, viande en rouge, produits laitiers en bleu. Le rôti, un chef-d'œuvre à l'ail et à la croûte urbaine, avait été saumuré à sec pendant 2 jours. Le vin avait été choisi après 30 minutes de comparaison d'avis en ligne et décanté juste à temps pour le laisser respirer. Notre petite table était dressée avec soin, des bougies au centre, des assiettes à bord dorés, des serviettes en tissu pliées en éventail, comme Isla l'avait dit un jour, cela lui rappelait un hôtel milanais. J'avais même remplacé l'ampoule vacillante dans le couloir pour que personne ne trouve que la maison était sombre. Je me suis assuré que tout soit parfait, car la famille d'Isla le remarque quand ce n'est pas le cas. Et ce soir, il ne s'agissait pas seulement d'un dîner, mais de leur entière approbation, exprimée par des regards et des compliments. Ses parents, ses cousins, sa sœur Clarabelle, sa fille chérie, son miroir, sa meilleure amie, tous étaient là, et j'avais besoin que tout se passe bien. Quand la sonnette a retenti, tout était prêt. Milo, notre fils de 10 mois, venait de se coucher, sa petite girafe en peluche blottie à côté de lui. Le babyphone crépitait faiblement dans le combiné que j'avais placé juste sous le centre de table. Sa respiration douce était comme un métronome, régulière et apaisante. J'ai pris une grande inspiration lorsqu'Isla a ouvert la porte et les rires ont fusé avant même que les invités ne franchissent le seuil. La voix de son père a résonné dans le hall. Le parfum de sa mère m'a envahi comme une vague florale et les talons de Clarabelle ont claqué comme des signes de ponctuation sur le parquet. Il apportait du vin, des histoires et des attentes. Le repas a commencé par des conversations polies, des fourchettes qui s'entrechoquaient, le cousin d'Ella, Thomas, parlant de ses fiançailles. J'ai fait le rôti à la perfection. Sa mère a même dit « ici Tinder ». Comme si cela lui faisait mal de l'admettre. Et pendant un instant, j'ai eu l'impression que peut-être, juste peut-être, je faisais partie de quelque chose. Que peut-être j'avais enfin gagné ma place. Puis c'est arrivé. Clarabelle, faisant tournoyer son vin comme si elle était l'animatrice de son propre spectacle privé, inclina son verre vers la chaise haute vide de Milo, esquissa un sourire narquois et dit « Dommage que ton bébé ne te ressemble pas du tout ». Je marquai une pause. Un rire éclata. Pas celui qui jaillit naturellement, mais celui qui tranche, tranchant et froid. Sa cousine étouffa un sourire. Sa mère but une gorgée de vin trop vite, et son père rit dans sa serviette comme si c'était une confirmation attendue depuis longtemps. Et Isla, mon Isla, se pencha vers moi, effleura la mienne de son épaule comme si de rien n'était, et murmura « J'ai peut-être un secret ». Puis vinrent d'autres rires, d'autres sourires narquois, une chaleur me parcourant le cou. Non pas de gêne, mais de quelque chose de plus profond, de plus laid. J'ai regardé son visage, son air à l'aise, comme si ce n'était pas la première fois qu'elle me lançait dans une blague, comme si c'était un jeu auquel ils avaient tous joué, et que j'étais entré trop tard pour l'en empêcher. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas froncé les sourcils. J'ai souri. Et je me suis levé avec la même grâce lente et maîtrisée que j'utilise pour bercer Milo. J'imagine qu'on partage tous des secrets maintenant, ai-je dit d'un ton léger en fouillant dans la poche de ma veste. L'enveloppe était blanche, simple, sans prétention. Pas de cachet de cire, pas de mise en scène. Je l'avais choisi exprès. Je l'ai posé délicatement sur l'assiette d'Isla, là où sa fourchette avait posé un instant plus tôt. Son rire s'est estompé comme la queue d'un écho mourant. Elle a baissé les yeux vers l'enveloppe, puis vers moi. Clarabelle s'est penchée, les yeux plissés, mais je ne l'ai pas regardée. Je n'ai regardé qu'Isla. Vas-y, ai-je dit. Ouvre-la. Elle n'a pas bougé au début. Personne n'a bougé. Sa mère a trop cligné des yeux. Son père remua sur son siège. Clarabelle, pour une fois, n'avait pas de réplique intelligente. Le silence autour de la table se resserra comme une corde tirée par les deux bouts. Les doigts d'Isla tremblaient légèrement en prenant l'enveloppe. Elle hésita, glissa son ongle sous le rabat, sortit le papier. Elle le lut. Les couleurs de son visage s'évaporèrent comme du vin renversé sur du linge blanc, s'imprégnant davantage à chaque seconde. Je vis l'instant précis où les mots la parvinrent. Les rides creusées entre ses sourcils. Le léger frémissement de sa lèvre inférieure. La façon dont ses doigts froissaient le bord de la page comme s'il allait la mordre. Clarabelle s'approcha pour jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, mais Isla rapprocha le papier. Je reculai de table. Mes mains reposaient calmement derrière mon dos. Mon cœur ne battait pas la chamade. Je ne cherchais pas à me venger. Je ne criais pas. Je n'avais plus rien à hurler.
Puisque nous partageons des secrets, répétai-je, je pensais partager les miens aussi. Personne ne rit. La pièce, autrefois remplie de fourchettes qui s'entrechoquaient et de regards suffisants, était devenue un tombeau. Les lèvres d'Isla s'entr'ouvrirent comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Clarabel se laissa aller au fond de sa chaise, son sourire narquois disparut. Son père posa sa fourchette. Le regard de sa mère passa de moi à Isla, puis de nouveau à moi, comme pour déchiffrer le scénario. Nous improvisions clairement. Je ne les connaissais pas plus que ça. Pourtant, je les regardais tous, chacun d'eux qui, à sa manière, avait miné ma valeur pendant des années. Je les avais accueillis chez moi, nourris, souris, joué le jeu, et en retour, j'étais la blague qu'il se passait comme une bouteille de vin. Mais plus maintenant, car la blague était terminée. Et je ne riais plus. Dès mon mariage avec Isla, j'ai su que sa famille ne me considérait pas comme leur égal. Ce n'était pas évident au début. Pas d'insultes, pas d'emportement, juste des petites choses, des choses qu'on aurait presque pu manquer si on ne les recherchait pas. Darlene, sa mère, m'accueillait avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle serrait Isla fort dans ses bras et me tapait légèrement sur l'épaule comme si j'étais l'animal de compagnie de la famille qui avait appris un nouveau tour. Wilmer, son père, ne me parlait que de réparation, la gouttière, la clôture, le robinet qui coulait dans la salle de bain des invités. Jamais une seule fois de mon travail, de mes rêves, ni même de notre mariage. Pour lui, j'étais celui qui était apparu dans la vie de leur fille comme un inconvénient permanent. Mais c'est Clarabel qui l'a clairement montré dès le premier jour. À notre mariage, elle a porté un toast. La belle, spirituelle et adorable sœur d'Isla. La foule a ri lorsqu'elle a dit, je ne savais pas si Isla allait épouser un homme ou un mystère, mais j'imagine que c'est ce qu'on obtient quand on commande quelque chose d'inhabituel. D'autres rirent. J'ai alors souri. J'ai bu à sa santé. Mais intérieurement, j'ai senti quelque chose se tordre. Ça ne s'est jamais arrêté. À chaque réunion de famille, à chaque anniversaire, à chaque brunch du dimanche, Clarabel avait quelque chose à dire, quelque chose qui piquait juste assez pour laisser une trace, mais pas assez pour qu'Isla l'interpelle. Ça ne te dérange pas qu'on parle d'immobilier? Elle m'a dit un jour, alors que je me joignais à une conversation sur le logement, c'est juste, tu sais, une histoire de famille. Ou, c'est adorable comme tu essaies toujours d'aider à faire la vaisselle, c'est tellement moderne. Et Isla levait les yeux au ciel, comme si j'étais trop susceptible. Clarabel est comme ça. Mais j'ai laissé tomber. Je me disais que ces choses-là n'avaient pas d'importance. J'avais Isla. J'avais Milo. J'avais une famille maintenant. Je travaillais de longues heures, mais je ne manquais jamais un rendez-vous pédiatrique. Je m'occupais des tétées nocturnes quand Isla était épuisée. Je cuisinais, je faisais le ménage, je tenais Isla dans mes bras quand elle avait de fortes crampes, je courais à la pharmacie quand elle avait besoin de quelque chose qu'elle ne voulait pas dire à voix haute. Je pensais mériter ma place, non seulement comme mari, mais aussi comme gendre, beau-frère, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance, qu'il pouvait respecter, peut-être même aimer, mais elle n'est jamais venue. Je me souviens d'un après-midi, juste après la naissance de Milo, où Darlene est venue. Isla était montée se reposer. J'ai offert une tasse de thé à sa mère. Elle a balayé le salon du regard et m'a dit, tu as beaucoup amélioré cet endroit. C'est très chaleureux. Ni chaleureux, ni beau, ni impressionnant, juste accueillant. J'ai essayé de prendre ça pour un compliment. Vraiment. Puis est venue la suggestion de Wilmer pour le jardin. Tu devrais construire un abri de jardin, a-t-il dit en inspectant mon jardin comme un contremaître. Tout homme en a besoin. Pour l'instant, on dirait juste un carré d'herbe qu'on a oublié de prendre au sérieux. J'ai hoché la tête, pris une note et acheté des provisions le lendemain. J'ai construit le cabanon en un week-end, les mains couvertes d'ampoules et le dos douloureux. Il n'en a plus jamais reparlé. Pourtant, j'ai persévéré, car Isla en valait la peine. Parce que notre fils en valait la peine. Parce que je croyais, naïvement, que l'amour pouvait adoucir les angles. Mais rien ne m'avait préparé au moment où ma propre femme a transformé notre enfant en blague à mes dépens. Ce n'était pas seulement la blague. C'était le timing, le contexte, la façon dont sa voix s'est adoucie, devenant à la fois enjouée et cruelle. Peut-être ai-je un secret. Jean, ce n'était rien. Jean, le poids de ses paroles n'était pas assez lourd pour écraser un homme devant sa propre famille. Elle l'a dit avec un sourire, un hochement de tête.
la même expression qu'elle avait quand elle me taquinait à propos de mes chaussettes dépareillées ou de la fois où j'avais oublié de mettre de l'essence dans la voiture. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas un oubli stupide. C'était le genre de phrase qui grave son nom dans la pièce comme des initiales sur une pierre tombale. Quand je me suis levé et que j'ai sorti l'enveloppe, je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas nerveux. J'étais clair. Clair comme seule la trahison peut vous le donner. J'avais gardé cette enveloppe pendant 4 jours. Elle était dans mon tiroir, cachée sous de vieilles cartes d'anniversaire et des reçus, à côté d'une chaussette de bébé qui n'avait plus de paire. Je la fixais tous les soirs, attendant le bon moment. Et quand Clarabelle faisait sa blague, Islav la suivait et je savais que le moment était venu. Mais en observant les réactions autour de la table, la façon dont Isla se figeait, la façon dont Darlene clignait des yeux comme si elle était en train de court-circuiter, la façon dont Wilmer regardait partout sauf moi, j'ai vu autre chose. Un schéma, un système d'irrespect silencieux, de cruauté souriante, de supériorité tacite. Ce n'était pas seulement Isla qui se moquait de moi. C'était toutes. Ça avait toujours été toutes. Je n'en faisais pas partie. Pas vraiment. Peut-être que je ne le serai jamais. Mais ce soir-là, j'ai décidé que ce n'était pas nécessaire, car quoi qu'il advienne, je n'allais pas continuer à courir après leur acceptation. Je n'allais pas continuer à me rapetisser pour qu'ils se sentent grands. Je n'allais pas sourire à une autre blague de Clarabelle, ni rester à l'écart, tandis que Wilmer me lançait une autre critique de jardin. Je n'allais pas accepter d'être la fidèle acolyte d'Isla alors qu'elle jouait le rôle principal dans une histoire qui me ridiculisait. Non, c'était fini ce soir. Je ne savais pas ce qu'il dirait, ce qu'Isla dirait, ni quelles en seraient les conséquences. Mais une chose était sûre, je ne retournerais pas faire semblant. Et si cela impliquait de repartir de zéro, tant pis. Cette blague à table n'était pas fortuite. Elle n'était pas tombée de nulle part. Ce n'était pas juste un commentaire mal placé ou un faux pas arrosé. Non, c'était la chute d'une histoire que j'avais déjà commencé à démêler. Doucement, méthodiquement, douloureusement. La seule différence, maintenant, c'est qu'elle le disait à voix haute, exprimait ce que je soupçonnais depuis des mois, peut-être plus longtemps. C'était son sourire narquois, la cadence de sa voix, la façon dont elle avait regardé sa sœur, comme si elles avaient partagé la blague bien avant que les mots ne soient prononcés chez moi. Clarabelle avait dit la phrase, mais Isla y avait donné du poids, l'avait confirmé. Ce murmure, j'ai peut-être un secret, n'était pas désinvolte. C'était insouciant, arrogant, une affirmation de confiance dans le mensonge. Voyez-vous, pendant un moment, je me suis dit que c'était dans ma tête. Je me suis dit que le mariage change les gens. Que les mères privées de sommeil s'égarent et que les femmes sous pression se replient. Mais Isla ne s'est pas contentée de reculer. Elle a disparu morceau par morceau. La femme à côté de qui j'étais autrefois allongé, les doigts emmêlés dans les miens comme une encre, a commencé à tressaillir lorsque je l'ai frôlée en passant dans le couloir. Son téléphone, qui était autrefois un espace partagé, des playlists Spotify, des listes de courses partagées, des mêmes idiots, est soudain devenu un coffre-fort verrouillé, écran rabattu, alerte désactivée. Si je le cherchais distraitement, elle le retirait comme si j'essayais de lui voler son journal. Et pourtant, chaque fois que j'en parlais, elle éludait la question. Tu es bizarre, disait-elle. Ou alors, j'apprécie juste un peu d'intimité. Est-ce si grave? Et puis il y avait les absences. Légères au début. Une course de nuit qui a duré plus d'1 heure. Un cours de yoga soudainement délocalisé. Un rendez-vous chez le dentiste qu'elle avait oublié de mentionner. Chacune s'expliquait facilement, inoffensive en soi, mais elles s'accumulaient. Elles formaient un schéma qui ne me collait pas. Je n'accusais pas. Pas encore. Demandai-je doucement. Comment était le yoga? Elle haussa les épaules. En sueur. Je l'embrassai sur la joue et ne mentionnai pas la légère odeur que je remarquai. Du santal et des agrumes, pas de sueur ni d'huiles essentielles. Quelque chose de masculin, de familier. Je pensais être paranoïaque. Je pensais perdre pied. C'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On doute de soi avant d'eux. J'en doutais. Je me disais que les traits de Milo étaient simplement récessifs. Que ses boucles brunes venaient du côté d'Isla. Que ses yeux brillants en amande pouvaient remonter à un cousin germain ou à un grand-parent que je n'avais jamais rencontré. La génétique, c'est étrange, non? Imprévisible.
C'est ce que je me disais chaque fois que je le serrais contre moi et que je me demandais pourquoi je ne me reconnaissais pas en lui. Pourquoi il n'avait pas mon nez, mon menton, mes oreilles, rien de tout ça. Pourtant, je l'aimais. Mon Dieu, je l'aimais. J'étais là quand il a fait ses premiers pas tremblants entre le canapé et la table basse. C'est moi qui arpentais le couloir à 3 heures du matin lorsqu'il avait une colique, murmurant des berceuses jusque dans la nuit. C'est moi qui réchauffais les biberons, coupais les ongles minuscules, mémorisais sa tâche de naissance comme une carte sacrée. Mais l'amour n'efface pas les soupçons. Il rend juste la vérité plus douloureuse quand elle arrive enfin. Un soir, après qu'Isla se soit endormi sur le canapé, je l'ai prise dans mes bras. Téléphone. Je viens de le prendre. Je ne l'ai pas déverrouillé. Je n'ai pas consulté ses messages. Je l'ai juste tenu dans ma main. L'écran s'est allumé automatiquement. Un aperçu d'un message est apparu, provenant d'un numéro que je ne connaissais pas. Il disait, il commence à poser des questions. Fais attention. Ma gorge se serra. Mon corps se tendit. J'ai mémorisé le numéro. Je ne dis pas un mot. Le lendemain, j'ai commencé à faire ce que je n'aurais jamais cru faire. J'ai commencé à documenter discrètement, soigneusement. J'ai fait une liste dans mon application de notes intitulée « Si je me trompe, je supprime ceci ». J'ai noté l'heure de son départ et l'endroit où elle disait aller. J'ai noté les noms qu'elle mentionnait, les lieux, les incohérences. J'ai conservé des reçus trouvés dans son sac à main, une facture d'un restaurant où je n'étais jamais allé avec elle, un achat de bijouterie. Isla n'avait pas porté de nouveaux bijoux depuis des mois. Pourtant, je ne l'ai pas affrontée. Je n'étais pas prête à la guerre. Je n'étais même pas encore sûr du combat que je menais. Mais je savais que quelque chose clochait. Et quand on ne peut pas se fier aux paroles de quelqu'un, on suit ses habitudes. C'est alors que j'ai commencé à réfléchir au seul élément que je pouvais vérifier, la paternité. Je me suis assise par terre dans la chambre de Milo un soir. La lueur sa veilleuse projetait de douces ombres bleues sur la pièce. Il dormait, respirant doucement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous une couverture ornée de minuscules étoiles. Je le fixais du regard, essayant de me convaincre qu'il me ressemblait, que j'étais juste fatigué. Que les gens ne ressemblent pas toujours à leurs parents au premier abord. Mais les questions me tenaillaient. J'avais besoin de plus que de sentiments. J'avais besoin de faits. Alors, j'ai attendu qu'Isla parte pour une soirée entre filles. Je suis entré dans la salle de bain, j'ai pris sa brosse à dents, je l'ai glissée dans un sac Ziploc et j'ai étiqueté la date. Je suis entré sur la pointe des pieds dans la chambre de Milo, en prenant soin de ne pas le réveiller, et j'ai délicatement retiré quelques mèches de cheveux de sa brosse à dents. J'ai fait mon propre prélèvement le lendemain matin. Je n'en ai parlé à personne, pas même à ma meilleure amie. Il y a des choses qu'on porte seul. J'ai trouvé une clinique à 1 heure de la ville. Pas d'histoire, pas de jugement, juste des formulaires propres, des couloirs calmes et des professionnels polis. La réceptionniste m'a demandé de noter mes coordonnées. Je l'ai fait avec des mains qui. Je n'ai pas tremblé. Elle m'a regardé et m'a dit, résultat dans 12 jours ouvrables. J'ai hoché la tête, je suis rentré chez moi et j'ai embrassé ma femme comme si de rien n'était. Mais tout avait changé, car dès que j'ai déposé ces échantillons, j'ai franchi une limite que je ne pourrais plus jamais franchir. J'ai cessé d'être le mari confiant. J'ai cessé d'être l'homme qui attendait des réponses de bon gré. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui se prépare à une vérité que j'avais peur d'entendre, mais encore plus peur d'ignorer. Et avec le recul, je me suis rendu compte que cette blague du dîner n'était pas le début. C'était la confirmation. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais déjà les choses en main. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je n'étais plus aveugle. Et bientôt, plus aucun d'eux ne pourrait rire sans s'étouffer devant la vérité. Je ne voulais pas y croire. C'était le plus dur. Ni la planification, ni la collecte, ni même le trajet jusqu'à Rivermount. Le plus dur, c'était de m'avouer que je devais le faire. Parce qu'aimer quelqu'un fait de vous son avocat bien après qu'il ait cessé d'être. Innocent. J'essayais sans cesse de me convaincre que j'exagérais. Que je me laissais atteindre par les blagues sarcastiques de Clarabelle. Que les changements postpartum, les longues nuits et les fluctuations affectives étaient normaux pour les jeunes parents. Que Isla m'aimait toujours, mais différemment. Que Milo, ou Milo, était à moi dans tous les domaines importants. Mais chaque fois que je me regardais dans le miroir, je voyais un homme répéter des mensonges juste pour passer une journée de plus.
Cet après-midi-là, je me tenais là, seul dans la salle de bain à l'étage, tenant la brosse à dents bleues et douces de Milo dans une main comme un objet sacré. Ses minuscules mèches de cheveux s'accrochaient aux poils, fragiles et légères. Je les fixais plus longtemps que je n'aurais dû. Cela me semblait étrange. Invasif, comme si je volais quelque chose à mon propre fils, mais je me suis rappelé que s'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, ce ne serait qu'une confirmation, rien de plus. J'ai glissé délicatement les cheveux dans le petit sac Ziploc que j'avais étiqueté à l'avance avec le marqueur Sharpie que je réservais habituellement aux dates de préparation des repas. Des contenants congelés. Ça semblait stérile, trop propre. Pour quelque chose d'aussi sale. Puis vint la brosse à dents d'Isla. Son manche était en coton lavande et reposait sur le bord du lavabo, comme toujours, à peine humide de sa dernière utilisation. Je la saisis rapidement avant de changer d'avis. Elle fut mise dans le sac, étiquetée, scellée, puis à moi. Cette partie me parut différente. Étrange, comme si je soumettais une partie de moi-même à une machine qui se fichait de ce qu'elle signifiait. Juste des données, des chiffres, une probabilité qui pouvait bouleverser toute ma vie. Je pris un écouvillon, en suivant scrupuleusement les instructions, le pliai dans l'enveloppe stérile que le gamin m'avait fournie. Puis je restai planté là, à contempler les 3 petits paquets posés sur le comptoir de la salle de bain. Une brosse à dents, un écouvillon. La preuve d'une vie que nous avions construite et peut-être d'une vie que nous n'avions pas construite. La clinique était à 58 minutes, mais je conduisais comme si je livrais un cœur pour une transplantation. Concentré, silencieux. La route était longue et lisse. Le soleil de fin d'après-midi teintait le ciel d'un orange doux. Des traces. Je n'ai pas mis de musique. Je n'ai appelé personne. J'ai laissé le silence agir sur moi. Le laisser trancher, recoudre et gratter les pensées brutes que j'essayais de réprimer. Quand je suis arrivé à la clinique génétique Rivermount, cela ressemblait plus à un cabinet de dentiste qu'à un endroit où des vies se déchiraient. Le parking était à moitié plein. Pas de caméra, pas de fanfare. Le panneau était une simple plaque gravée. Test privé, pas de questions, pas de jugement. C'est ce que leur site web promettait. C'est pourquoi je les ai choisis. Je n'étais pas prêt à entendre des explications. Je voulais juste des réponses. À l'intérieur, l'air était trop pur. Désinfectant et citron, peut-être. La réceptionniste n'a levé les yeux que lorsque je me suis approché du bureau. Elle avait les yeux fatigués et la voix calme. Je lui ai dit que j'avais des échantillons. Elle m'a tendu un presse-papier et m'a indiqué d'un signe de tête une salle d'attente qui sentait légèrement la menthe poivrée et les chaises en plastique. Je ne me suis pas assis. J'ai rempli le formulaire debout, en lettres capitales, en caractères d'imprimerie, avec mon nom complet, ma date de naissance, mes préférences de contact, puis la question clé, voulez-vous votre résultat livré en personne ou numériquement? J'ai scruté cette ligne plus longtemps que n'importe quelle autre. Affronter la situation ici ou y faire face seul numériquement. Je n'avais pas confiance en moi pour l'entendre en essayant de garder mon sang-froid dans un couloir public. J'avais besoin d'intimité pour m'effondrer, respirer ou balancer quelque chose si j'en arrivais là. J'ai rendu le presse-papier. La femme a jeté un coup d'œil aux entrées et m'a adressé un sourire poli et crispé. Vous recevrez vos résultats par email dans 12 jours ouvrés. Si vous souhaitez modifier vos préférences de livraison, appelez-nous. Je l'ai remercié et me suis retourné pour partir. Je n'ai pas regardé le comptoir ni la porte silencieuse qui menait aux salles d'examen. Je suis sorti comme si je venais de déposer du linge au pressing, mais dans ma poitrine, une fournaise brûlait à feu doux et constant, menaçant de me briser chaque côte une à une. Le trajet du retour m'a semblé plus long, plus lourd, comme si la gravité avait augmenté, comme si chaque lampadaire connaissait mon secret et clignotait en rouge juste pour me faire patienter un peu plus longtemps. De retour à la maison, Isla était sur le canapé avec Milo, en train de lui lire un livre d'images sur la mer. Les animaux. Elle a souri en me voyant, m'a embrassé sur la joue et m'a tendu le bébé. Je l'ai pris, serré contre moi, les respirai. Il sentait la lotion pour bébé et les céréales soufflées à la vanille. Ses doigts ont tendu la main vers ma lèvre, l'ont enroulée autour comme un crochet. Il a gloussé quand j'ai fait la grimace. Et à ce moment-là, je me suis détesté pour ce que je venais de faire, par questionnement, pour avoir besoin de preuves. Mais le doute était devenu trop fort pour être ignoré. Et quand on commence à avoir besoin de preuves, l'amour seul ne suffit plus. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé à côté d'Isla,
sa respiration douce et même sa main posée près de la mienne, sans la toucher. Je fixais le plafond et me demandais ce que serait la vérité. Ressentirais-je du soulagement ou m'effondrerais-je? Le résultat serait-il un poids en moins ou un boulet de démolition? 12 jours. C'est ce que la réceptionniste m'a dit. 12 jours ouvrables. Je les ai comptés sur l'agenda de mon téléphone, marquant le jour prévu d'un petit point rouge. Je me suis dit de ne pas vérifier obsessionnellement, mais je savais que je le ferais, car il y a un moment où l'on cesse de vivre dans son mariage et où l'on commence à l'observer comme un étranger, à guetter les signes, à enregistrer les changements de ton et de regard, à mesurer le silence comme un signal. J'y étais déjà. Je n'étais plus seulement le mari d'Islao. J'étais l'homme dans le miroir, à la recherche d'un étranger dans son reflet. Je voulais me tromper. Je priais pour avoir tort, mais j'étais prêt à ne pas me tromper, car quand on tient un enfant dans ses bras et qu'on se demande à qui il appartient, non pas métaphoriquement, mais biologiquement, on ne vit plus dans les suppositions. On vit dans l'attente. Et l'attente, j'ai appris, est un enfer. 12 jours. Et là, je saurais. Quand l'enveloppe est arrivée, elle ne ressemblait à rien. Juste un simple rectangle blanc avec mon nom imprimé proprement au recto. Pas de fanfare, pas d'avertissements osés, pas de poids qui aurait pu laisser présager du monde qu'elle contenait. Je l'ai trouvée enfouie sous quelques coupons et une facture de gaz, posée là, dans la boîte aux lettres, comme si elle n'y était jamais allée. J'avais répété ce livre dans mes cauchemars pendant près de 2 semaines. Je suis resté longtemps sur le perron, le tenant à la main. La brise a légèrement tourné, tirant sur le coin du rabat, comme si même le vent savait ce que j'allais lire. À l'intérieur, j'entendais Milo crier, Isla rire avec lui de ce ton aigu et doux qu'elle utilisait lorsqu'elle se montrait maternelle devant un public, même si ce public n'était qu'elle. Je ne suis pas entré. J'ai fait le tour de la maison, longé le côté, passé le jardin que j'avais aménagé l'été dernier avec des briques restantes et le tableau Pinterest d'Isla pour référence. J'ai déverrouillé la remise. Ni le garage, ni le salon, ni notre chambre. La remise, car cet espace ne me mentait pas. Il contenait mes outils, ma sueur, mes projets qui n'avaient jamais besoin d'approbation. Je me suis glissé à l'intérieur, j'ai fermé la porte derrière moi et je me suis assise sur le tabouret que je gardais. Près de l'établi. J'ai regardé l'enveloppe. Puis je l'ai ouverte. Il n'y avait que 2 pages à l'intérieur, mais il n'a fallu que 3 lignes pour m'anéantir. Probabilité de paternité, 0%. Ni 93%, ni 76,4%. Pas même un résultat provisoire en attendant un nouveau test, 0. Le nombre s'est enroulé autour de ma colonne vertébrale et s'est figé. J'ai lu les mots encore et encore. Mes yeux cherchaient une faille, une coquille, une erreur technique, quelque chose, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien d'ambigu. Peu importe le nombre de fois où je clignais des yeux. Le papier n'allait pas se réécrire tout seul. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas tombé à genoux comme je l'avais toujours imaginé. Je suis resté assis, immobile, les mains posées sur mes cuisses, le souffle court mais régulier. C'était le genre d'immobilité qui survient quand on réalise qu'aucune réaction ne donnera un sens à l'instant. Le chagrin ne m'avait pas encore frappé. La colère n'avait pas encore trouvé sa place. Ce que je ressentais était plus froid, plus vide, comme si on venait de me débrancher d'une machine dont j'ignorais qu'elle me maintenait en vie. J'ai regardé autour de moi dans le hangar, les murs que j'avais isolés. Les crochets du panneau perforé où j'accrochais mes outils et mes rangées parfaites. Tout était en ordre et pourtant rien ne l'était, car quelque part à l'étage, un petit garçon aux yeux brillants et au rire léger riait. Et je n'étais pas son père. Ni par le sang, ni par la biologie. Je n'étais qu'un remplaçant. Une ombre sur une photo de famille. Le mari qui pensait que l'amour suffisait. L'homme qui embrassait le ventre de sa femme et murmurait des rêves sur la peau tendue sur l'enfant d'un autre. Et pire encore, quelqu'un le savait. Isla le savait. Je ne sais pas comment j'ai su qu'elle le savait, mais moi, je le savais. Elle avait gardé cette certitude au fond de son silence, dans le battement de ses yeux quand je posais des questions innocentes. Dans la façon dont elle tressaillait quand Clarabelle faisait sa blague cruelle. Ce n'était pas de la surprise. C'était une femme qui attendait le moment de se rendre compte de son mensonge. J'ai plié la lettre avec soin, non par sentiment, mais parce que la déchirer la rendrait réelle d'une manière que je n'étais pas prête à accepter. Je l'ai glissée dans l'enveloppe et glissée dans le tiroir à outils, sous les clés et les vis,
là où je rangeais les choses inutiles mais dont je ne pouvais pas me débarrasser. Puis je suis restée assise là pendant 10 minutes supplémentaires, écoutant le chant étouffé des oiseaux et le vrombissement occasionnel d'une voiture qui passait dans la rue, derrière notre clôture. Je ne suis pas entrée tout de suite. Je ne voulais pas la voir. Je ne voulais pas la regarder et me demander si elle ressentait encore le poids de ce qu'elle avait fait ou si elle l'avait enfoui sous 1000 rationalisations, se persuader que le timing était incertain ou que la décision avait été prise avec de bonnes intentions. Je ne voulais pas l'entendre dire « mais tu l'aimes ». Comme si cela la libérait du mensonge qui avait semé la graine de cet amour. Quand je suis enfin entré, j'étais calme. Trop calme. Isla était dans la cuisine en train de faire des toasts tandis que Milo, assis dans sa chaise haute, applaudissait sans raison particulière. Elle a levé les yeux vers moi et m'a souri. Je me suis forcé à revenir. Même si cela me brisait la poitrine. Comment s'est passée la promenade, demanda-t-elle. J'en avais besoin, dis-je. Je pris Milo dans mes bras. Il rit comme toujours quand je fis ma grimace de monstre. Il tendit la main vers mon nez. Je l'embrassai sur le front. Et à cet instant, je détestais l'islam plus que je ne l'aurais cru possible pour un homme qui l'adorait autrefois, car ce petit garçon n'avait rien demandé de tout cela. Il n'avait pas choisi d'être l'arme de la trahison de quelqu'un d'autre. Et pourtant, il en subirait les conséquences. Que je reste ou que je parte, il grandirait avec cette fracture sous les pieds. Je ne l'ai pas affronté cette nuit-là ni la suivante. Je n'ai pas bien dormi. Le lit était plus froid, même avec elle allongée à côté de moi. Chaque fois qu'elle bougeait, j'avais envie de lui demander « Comment as-tu pu ?» Mais je ne le faisais pas, car une fois la porte ouverte, il n'y a plus de retour en arrière. Et je n'étais pas prête pour la guerre qui allait suivre. Alors, je suis restée silencieuse. Je l'ai embrassé pour lui souhaiter bonne nuit. J'ai serré Milo dans mes bras. Quand il a pleuré. Mais quelque chose s'était brisé et je n'étais pas sûr que quoi que ce soit puisse le réparer. J'ai gardé la vérité pour moi pendant 2 mois. 62 jours pour être exact. Non pas par incertitude, mais parce que j'en savais trop pour réagir de manière impulsive. Quand la trahison est si profonde, on ne crie pas, on étudie, on ne s'emporte pas, on attend. La pire vengeance est celle qu'on ne voit jamais venir. Et je voulais qu'elle la voie. Tout cela. Qu'elle ressente ce que signifiait vivre dans le silence avant le coup. Alors, j'ai souri. Chaque matin, chaque soir, je l'embrassais sur la joue. Je préparais le déjeuner. Je prenais soin de laisser des petits mots dans le sac allongé de Milo. Je prenais des selfies de famille. J'ai joué mon rôle de manière si convaincante qu'elle a commencé à se détendre. Elle pensait qu'on guérissait. Mais moi, pas moi. Je me préparais. C'était étrange comme je me laissais facilement entrer dans le jeu. Comme si je jouais ce rôle depuis des années sans le savoir. J'ai réappris ces rythmes, pour ne pas tomber dans le piège. L'amour, mais pour les utiliser. Je savais quand elle allait faire les courses, combien de temps elle restait sous la douche, quand elle faisait la lessive tard le soir et laissait son téléphone sur le lit. Je n'espionnais pas. Je documentais, classais chaque incohérence, chaque déni discret qui s'effondrerait bientôt sous le poids de sa propre confession. Elle n'a plus jamais reparlé de la blague. Pas une seule fois, pas une allusion à cette nuit-là, pas un seul accusé de réception de l'enveloppe que je ne lui avais jamais dit avoir reçue. C'était comme si elle avait réécrit la soirée dans sa tête. Peut-être espérait-elle que je l'avais enterrée. Peut-être supposait-elle que je croyais que ses rires n'étaient que de la nervosité et du vin. Mais je n'avais pas oublié. Je la revivais chaque jour. Et chaque jour que je planifiais. Le prochain dîner devait être parfait. Pas seulement un repas, mais une scène. Je voulais que tous les acteurs clés soient présents. Ses parents, Darlene et Wilmer, qui trouvaient toujours de nouvelles façons de me rappeler que je n'étais pas tout à fait ce qu'ils imaginaient. Sa sœur Clarabelle, dont la langue était une lame émoussée seulement par la sienne. Mon ego, mon cousin Thomas avec sa coiffure parfaite et sa fiancée, qui n'arrêtait pas de poster des nouvelles de leurs vacances interminables. Ils devaient être là. Tous. Ceux qui riaient. Ceux qui ne me défendaient jamais. Ceux qui s'asseyaient à ma table et me traitaient comme un invité dans ma vie. J'ai dit à Isla qu'on devrait recevoir à nouveau. Ça fait trop longtemps. Ai-je dit un matin en lui préparant un café comme elle l'aimait. Du lait d'avoine, de sucre, pas de contact visuel. Elle s'est illuminée à cette idée. Oui, on devrait.
Clarabelle est de retour en ville le week-end prochain. Parfait. J'ai dit que je m'occuperais de tout. Je voulais qu'elle se sente à l'aise. Prise au dépourvu seulement quand c'était important. Le rôti était le même que celui que j'avais préparé le soir de la blague. Symbolique peut-être. Ou peut-être que je savais juste qu'il l'aimait. Je l'ai préparé de la même façon, jusqu'au romarin caché sous la ficelle. Le vin était le préféré de Clarabelle. Un millésime français prétentieux qu'elle ne pouvait prononcer sans avoir l'air caricatural. J'ai même acheté le dessert de cette boulangerie trop chère dont sa mère a toujours déliré. La présentation importait. Je voulais que la nuit se sente familière, en sécurité, car c'est à ce moment que les gens sont les plus vulnérables, quand ils croient qu'ils ont gagné. J'ai réglé la table avec précision. Serviettes en tissu, plaques de jantes en or, bougies. J'ai joué au jazz doux en arrière-plan, la même liste de lecture Isla utilisée pour les soirées de rendez-vous quand nous en avions encore. Milo était à l'étage, endormi au moment où l'invité est arrivé. Son moniteur est devenu bas mais clair. Je l'ai vérifié 3 fois, plus pour le confort que sur la préoccupation. Je l'avais baigné moi-même, je l'ai lu 3 étages, je l'ai tenu un peu plus longtemps que d'habitude. Il ne se souviendrait pas de cette nuit, mais je le ferai. Ils sont arrivés dans les délais. Wilmer m'a tendu un pack de 6 comme si je buvais encore de la bière des bouteilles. Darlene m'a embrassé la joue comme si cela signifiait n'importe quoi. Clarabelle est entrée en dernier, tardif et non bottré, drapé dans un manteau de créateur. Elle n'arrêterait pas de mentionner. Ils ont déménagé dans ma maison comme s'ils en possédaient des morceaux. Isla rit facilement, j'ai touché mon bras quand elle y réfléchissait, comme si cela prouvait quelque chose. Nous nous sommes assis. Nous avons mangé. La table bourdonnait de conversations qui ressemblaient à du bruit blanc. J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai servi des secondes. Clarabelle se pencha une fois et chuchota quelque chose sur la façon dont il est agréable de vous voir toujours tenir les choses ensemble. J'ai ri. Oh, comment j'ai ri. Puis le dessert est venu. Tout le monde avait du vin. Le rôti était presque parti. Les bougies vacillaient bas. C'est à ce moment-là que j'ai atteint ma veste, j'ai sorti une enveloppe blanche fraîche, identique dans un look, mais plus lourd en sang. Je l'ai mis sur la plaque d'Isla. Ses yeux l'ont attrapé immédiatement. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? J'ai d'abord regardé Clarabelle, puis ses parents, puis retourné à Isla car nous partageons des sourires et des secrets. Je pensais que c'est le bon moment. Elle se figea. Clarabelle inclinait la tête comme si elle attendait une punchline, mais je ne riais pas. Personne ne l'était. Les doigts d'Isla planaient sur l'enveloppe, puis l'ont ouvert lentement. Elle a glissé le document et l'a déplié. Ses lèvres bougeaient en lisant. Ses yeux s'écarquillèrent. Et puis rien. Pas de déni, pas de protestation, juste du silence. Silence froid et sobre. Clarabelle se pencha, mais Isla a rapproché la page et a dit à travers ses dents, pas. Darlene a demandé ce qui n'allait pas. Wilmer a atteint ses lunettes, mais j'ai parlé avant que quiconque puisse combler le vide. Ce document prouve que Milo n'est pas mon fils. Pas biologiquement. J'ai passé le test il y a tranquillement des mois, et je l'aimais tous les jours depuis. Mais qu'est-ce qui fait mal? Ce qui me brise, c'est qu'aucun de vous ne pensait que je méritais la vérité. Vous avez tous ri de la blague, mais la blague n'était pas drôle. La pièce était toujours, pas de mouvement, pas de souffle. J'ai regardé Isla, je l'ai vraiment regardée. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas en colère. Elle a été rattrapée comme un enfant qui avait brisé quelque chose et espérait que cela se réparerait avant que quiconque ne le remarque. Mais cela ne s'est pas réparé parce que je l'ai remarqué. Et maintenant, tout le monde le ferait aussi. Clarabelle fait à nouveau la blague, presque mot pour mot. Peut-être qu'elle pensait que cela avait vieilli en quelque chose de charmant, comme une anecdote familiale destinée à faire quelques rires sur le dessert. Elle tourbillonnait du vin dans son verre, sa voix paresseuse, issue avec confiance quand elle l'a dit. Milo est adorable. Mais ne ressemble toujours pas à son papa. Elle sourit largement et suffisamment suffisant comme si elle avait décroché la punchline d'une blague qu'elle croyait qu'elle était inoffensive. Le rire qui a suivi était un peu plus doux qu'auparavant, un peu plus provisoire, peut-être même répété. Isla était assise à côté d'elle, fork à la main. Je me dirigeais vers moi pendant une fraction de seconde. Elle sourit, mais ça n'a pas touché ses yeux.
Je l'ai regardé se pencher légèrement vers sa sœur comme si elle ne savait pas si elle devait rire ou l'arrêter, mais elle ne l'a pas arrêté. Elle ne l'a jamais arrêté. Elle n'a jamais dit « pas ». Je n'ai jamais dit « ce n'est pas drôle ». Jamais regardé Clarabelle au visage et lui a dit de fermer l'enfer. Au lieu de cela, elle a laissé cela se reproduire. Et cette fois, je me suis tenu. Pas parce que j'étais en colère, pas visiblement, pas parce que j'étais sur le point de crier. Non, le calme était le point. Le sourire sur mon visage a été délibéré, aiguisant un rasoir et pratiqué. J'ai laissé le silence s'installer avant de bouger. La pièce plongeait dans un silence étrange. Les yeux de Darlene m'ont suivi comme un faucon. Wilmer était assis droit, son verre de rouge s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Clarabelle inclina la tête avec un sourire performatif. Isla avait l'air confuse et peut-être un peu peur. Je me promenais lentement dans la table. Ma main plongeait dans la poche intérieure de ma veste. L'enveloppe a fait le plus faible bruissement en le retirant. Blanc, propre, jusqu'à. Je l'ai placé doucement sur la plaque des AO, juste sur le bord à côté de la cuillère qu'elle n'avait pas encore utilisée. Sa main se sont calmées sur la table. Tout le monde a regardé. Depuis que nous partageons des secrets, dis-je tranquillement. Ouvrez ceci. Clarabelle se moqua. Quelle est cette heure amateur? Clarabelle, dis-je, se tournant vers elle avec un rire doux. Vous avez eu la scène assez longtemps. Laissez quelqu'un d'autre parler. Elle cligna des yeux. Le sarcasme l'a assommée. Juste assez longtemps pour fermer sa bouche. Je me suis retourné à Isla. Sa main tendit la main vers l'enveloppe, mais ce n'était pas gracieux. Il tremblait légèrement. Elle ouvrit le rabat, glissa le papier lentement, puis commença à lire. Une ligne, puis une autre. J'ai regardé la couleur s'écouler de son visage en temps réel. Son dos se raidit. Sa mâchoire se resserra. Elle n'a pas fini de lire la page avant de la replier à nouveau. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait ce que ça disait. Elle avait toujours connu. Clarabelle se pencha à nouveau, trop curieuse pour son propre bien. Que se passe-t-il? Ne pas, a déclaré Isla, sa voix basse, tranchante et brisée. Ce seul mot s'est cassé dans l'air comme un fouet. Pour la première fois de toutes les années que je la connaissais, la voix d'Isla apportait quelque chose de près. In the silence. Milo isn't my biological son, he said plainly, the word qui est clear. The test was conclusive. 0% probability, but he still got up every night to feed him. He still kissed his forehead every morning. He changed every diapé, sans him lullaby. He showed up for him every day. What hurt the most isn't that he's not mean by blood. It's that Isla knew. And she let me believe the lie. She let me become the joke at this table encore et encore. Darlene halta, réussissant à peine à se couvrir la bouche. Wilmer a posé son verre à vin avec trop de force, le cristal tirant fort contre le bois. Clarabelle était assis là, stupéfait dans un silence dont je ne savais pas qu'elle était capable. Isla n'a rien dit. Elle ne s'est pas excusée. N'a pas expliqué. Ses doigts saisissaient le bord de l'enveloppe comme si c'était la seule chose qui la tenait dans la pièce. J'adore ce garçon, j'ai poursuivi. Je le fais toujours. Cela ne change pas. Mais la façon dont cette famille s'est moquée de moi, m'a rabaissé, m'a exclu, tandis que vous connaissiez tous la vérité ou que vous ne vous en souciez pas assez pour vous demander, maintenant que cela change tout. Je me tournai lentement et laisse mes yeux s'installer sur chaque personne autour de la table. Pour vous, c'était une blague inoffensive. Un petit gémissement, un peu de taquin. Vous avez vu un homme qui n'était pas tout à fait comme vous, qui ne venait pas d'argent ou de longue lignée ou de cercle scolaire privé. Et au lieu de m'embrasser, vous vous avez diverti à mes dépens. Tu as traité moi comme un espace réservé. Un corps chaud, un pari sûr. Mais ce soir, je veux clarifier une chose. Cela s'arrête ici. L'air était épais, inébranlable. Darlene a essayé de parler, mais sa voix se craqua avant qu'elle ne puisse former des mots. Wilmer se déplaça sur son siège comme il voulait se tenir debout, mais n'avait nulle part où aller. Clarabelle. Clarabelle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Ou peut-être pour la première fois, elle m'a vu clairement. Pas comme le mari calme d'Eslao. Pas comme une cible sûre, mais comme l'homme qui avait choisi de cesser d'être victime dans leur cirque privé. Isla m'a finalement regardé.
Ses yeux n'étaient pas en colère. Ils ne plaident pas non plus. Ils étaient mouillés, incertains, comme si elle n'avait pas de script pour cette version de l'histoire. Pas de ligne préparée. Pas de pivot intelligent. Je n'ai jamais voulu dire, elle a commencé. J'ai levé doucement ma main. Ne terminez pas cette phrase. Vous vouliez dire tout cela. Les mensonges, le silence, le rire. Vous l'avez choisi tous les jours. Et maintenant, nous vivons avec ça. Elle ouvrit à nouveau la bouche, la fermait. Ses mains tombèrent sur ses genoux. Je suis resté là un autre moment. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pris d'assaut. J'ai laissé la vérité faire ce qu'elle a été construite pour faire, diviser la pièce. Parce qu'au moment où je me suis posé cette enveloppe, l'ancienne version de moi, celle qui est restée silencieuse, qui a attendu le respect qui n'est jamais venu, est mort. Et l'homme debout là maintenant, il ne demanderait plus jamais à être inclus. Isla a essayé d'expliquer. Je pouvais la voir se préparer, même si elle était assise là dans le silence stupéfait laissé par cette enveloppe. Ses yeux se sont éloignés d'un visage à un autre, à la recherche d'une sympathie, peut-être même de sauvetage. Mais personne ne l'a atteinte, pas sa mère, pas Clarabelle, et certainement pas moi. Pourtant, elle a essayé. Elle a dit que c'était une erreur, que le timing avait été déroutant, qu'elle ne savait pas avec certitude. Qu'elle avait espéré, prié, croyait que Milo était à moi, comme si la croyance pouvait exister. Elle a dit qu'elle ne voulait pas nous ruiner, qu'elle avait prévu de me le dire, mais n'avait jamais trouvé le bon moment, qu'elle s'était dit que l'amour comptait plus que le sang, que j'étais déjà son père de toutes les manières qui comptaient. Sa voix craquait aux bons endroits, ses doigts tordre l'ourlet de sa robe comme un enfant surpris en train de voler. Cela aurait pu fonctionner si je n'avais pas déjà vécu dans le silence de sa trahison. Mais j'avais vécu là, dormi à côté, élevé un enfant à travers, et aucun de ces mots n'a répondu à la seule question qui a brûlé dans ma poitrine. Pourquoi avez-vous ri de cette blague? Elle ne s'y attendait pas. Sa bouche s'ouvrit, puis se ferma. Je l'ai regardé serrer la mâchoire, je l'ai regardé essayer de faire tourner la bonne version de la vérité pour me donner, mais elle n'avait rien. Rien d'honnête de toute façon, car la réponse était trop moche pour la pièce. La vérité était qu'elle a ri parce qu'elle pensait que je ne ferais rien. Elle a ri parce que je ne me suis jamais levé auparavant parce qu'elle pensait continuer à rester assis à cette table, continuer à sourire à travers l'humiliation, à continuer d'être son pari sûr. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, un silence maladroit, d'autres avec adieu bégayé et les yeux évités, je me suis assis sur le bord de notre lit tandis qu'Esopa a rythmé à travers la pièce. Ses bras étaient croisés. Ses paroles étaient prudentes, plus de contrôle des dommages pour la famille, mais de survie pour elle-même. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit à nouveau. Non, dis-je calmement. Vous avez fait un choix. Elle se tourna brusquement. Tu penses que c'était facile pour moi? Vous pensez que j'ai prévu cela? Je pense que vous l'avez couvert, dis-je, ne la regardant toujours pas. Et je pense que vous m'auriez laissé élever ce garçon pour le reste de ma vie sans jamais me dire si je ne m'avais pas découvert moi-même. Je ne voulais pas te perdre, chuchota T.L. Alors tu aurais dû me respecter, dis-je. Vous auriez dû me dire la vérité avant de laisser votre sœur l'armement à notre table de dîner. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière la peur lorsque vous riez. Ses épaules coulaient. Pour une fois, il n'y avait pas de défense intelligente, pas d'indignation juste du silence. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis, pas. Parce que j'avais besoin de distance, parce que j'avais besoin d'espace pour respirer. Chaque pièce de cette maison se sentait entachée. La pépinière, la cuisine, même le placard de la salle, je ne faisais plus de souvenirs. C'est une chose étrange d'aimer quelqu'un et de ne pas croire un mot qu'il dise. Pour bercer un enfant et vous demander si chaque souvenir que vous avez construit avec lui est enraciné dans un mensonge que vous n'avez jamais été censé découvrir. Au cours de la semaine suivante, la maison est devenue un musée de l'immobilité maladroite. Nous nous sommes dépassés comme des locataires dans un bail partagé. Nous avons fait une petite conversation autour de Milo, des temps d'alimentation coordonnés, des rendez-vous chez le médecin, des horaires de sieste, mais sous chaque conversation, il y avait une blessure qui ne s'était pas gênée. Elle a pleuré une fois dans la cuisine sur une bouteille. Elle a laissé tomber du verre partout. Elle coulait au sol, sanglotant dans ses genoux. J'ai regardé dans le couloir et je n'ai pas bougé. Je voulais la tenir, mais je ne savais plus qui je tenais. Clarabelle n'a pas tendu la main.
Darlene a envoyé un message. Nous espérons que vous pourrez tous les deux sur cela. C'était ça. Pas d'excuses, non reconnaissance. Juste une tentative polie et lointaine de décorum. Ils n'ont pas posé de questions sur Milo. Ils n'ont pas demandé comment j'allais. Et honnêtement, j'ai été soulagé parce qu'une maison sans confiance n'avait pas besoin de visiteurs qui ont construit les premières fissures dans ses murs. Une nuit après que Milo s'était endormi dans mes bras et que je l'avais finalement allongé, je me suis tenu à la porte de sa chambre pendant près de 20 minutes à regarder. Il avait l'air si paisible, si inconscient de la tempête dans laquelle nous nous noyions. Je l'ai envié, son innocence, sa liberté. Mais j'ai également ressenti l'injustice de tout cela. Qu'il ne savait plus qui j'étais. Pas vraiment. Pas sur papier. Mais mon amour pour lui, ça n'a pas changé. Si quoi que ce soit, cela s'est solidifié parce que ce que je ressentais n'était pas transactionnel. Il n'a pas été construit sur l'ADN assorti ou les traits partagés. Il a été construit sur les flux à 3 heures du matin, sur les berceuses, les jours où je l'ai porté contre ma poitrine juste pour sentir son souffle stable. Milo était à moi dans chaque façon qui comptait sauf un. Et j'ai refusé de laisser cette chose effacer tout le reste. Mais Isla, c'était une équation différente. Je me suis assis avec elle le lendemain matin. Pas de colère, pas de performance, juste de la clarté. Elle a essayé de commencer d'abord, a dit qu'elle voulait parler. J'ai levé la main. Laissez-moi finir d'abord, dis-je. Elle hocha la tête. Je ne pars pas, dis-je. Pas encore. Mais je ne te fais pas confiance. Et ce mariage ne fonctionne pas sans cela. Sa lèvre trembla. Je ne fais pas ça pour te punir, dis-je. Voix stable. Je le fais pour me protéger en lui. Elle m'a regardé, m'a vraiment regardé comme si elle me voyait pour la première fois, non pas comme son mari, mais comme quelqu'un qu'elle avait sous-estimé. Alors quoi maintenant? Elle a demandé. Nous reconstruisons, dis-je. Mais à nouveaux termes, mes termes. Et pour une fois, elle n'a pas discuté. Esla a emballé un sac ce soir-là. Pas moi. Je n'ai pas élevé la voix, je ne l'ai pas jeté, je n'ai pas claqué de porte, ni jeté des accusations comme du verre brisé. Je viens de lui dire la vérité. Que j'avais besoin d'espace, non seulement dans les pièces, mais dans le souffle, dans l'on pensait, dans tout ce que je n'avais pas pu ressentir depuis le moment où j'ai ouvert cette enveloppe de paternité. Et peut-être que pour la première fois depuis le début de toute cette spirale, elle n'a pas discuté. Elle est montée à l'étage pendant que je restais sur le canapé, Milo endormi sur ma poitrine, ses minuscules doigts emmêlés dans le tissu de mon t-shirt comme il avait besoin de rassurer que je n'allais nulle part. Elle n'a pas demandé où elle devait aller et je n'ai pas proposé de suggestion. Le silence entre nous était devenu quelque chose de presque fonctionnel. Elle s'est déplacée avec un but, calme, pas théâtral. Un sac bouché, un sac à dos, une poche de maquillage. Elle s'attarda à la porte de la chambre avant de partir, a regardé par-dessus son épaule une fois et a dit « Je m'enregistrerai demain ». D'accord, répondis-je. C'était ça. Pas d'adieu, pas de promesse, juste la courte reconnaissance courte que quelque chose s'était fracturé au-delà de la réparation, et nous ne prétendons plus qu'il ne l'avait pas fait. La porte cliqua derrière elle, et pour la première fois depuis des mois, la maison se sentait immobile. Pas lourd, pas tendu, immobile. J'ai porté Milo à son berceau, je le glissai doucement, et je me suis tenu un moment, regardant sa poitrine se lever et tomber. C'était étrange. La preuve sur le journal disait qu'il n'était pas à moi, mais tout dans mon corps a insisté le contraire. La façon dont il a niché en moi, la façon dont ses petites lèvres se contractèrent dans son sommeil, la façon dont il soupira quand je lui ai frotté le dos, tout était réel. Et dans un monde où tant de choses avaient été fausses, je tenais cette réalité comme une bouée de sauvetage. Le lendemain matin, je ne me suis pas réveillé avec le bourdonnement habituel d'Isla dans la cuisine ou le son de sa douche. C'était juste Milo et moi. Je l'ai nourri dans le calme, réchauffait sa bouteille tout en le tenant dans un bras. A fait ce petit rebond qu'il aimait arrêter ses gémissements. Je le laisse m'endormir sur mes genoux alors que je m'asseyais sur le sol du salon entouré de blocs en bois et de lingettes froissées. Ce était le chaos, mais c'était le mien. Cette semaine, j'ai passé 2 appels. L'un à un avocat en droit de la famille, l'autre à un conseiller. L'avocat était pratique, une femme nommée Amina, qui n'a pas clignoté quand je lui ai dit la situation. Elle a demandé des documents, des délais, des résultats des tests.
Elle a expliqué ce que le père légal voulait dire dans notre état, quel droit que j'ai fait et pas, et comment nous pouvions établir la garde partagée malgré la biologie. Voulez-vous la garde complète? Elle a demandé. Je n'ai même pas hésité. Non, dis-je. Je veux un joint, mais supervisé. Jusqu'à ce que je puisse lui faire à nouveau confiance. Et si elle vous combat, alors elle se choisit. Pas Milo. Le deuxième appel a été plus difficile. La thérapie sonnait toujours bien en théorie, mais je ne suis jamais allé auparavant. L'idée de s'asseoir dans une pièce avec un étranger et de diffuser la vérité la plus sale de ma vie ne se sentait pas responsable. Il ne se sentait pas comme une peau épluchante, mais je savais que j'avais besoin parce que la vue en moi ne pouvait plus. Chard a cheminé mon fils. Le seul endroit dans la maison où j'appartenais. Toujours. Il n'a pas essayé de le réparer. Il a juste écouté. Et dans ce silence, j'ai senti un morceau de moi-même se remonter. Une semaine plus tard, Isla est revenue. Elle n'a pas frappé. Elle avait une clé. Elle est entrée comme quelqu'un entrant dans une église. Calme, plein de remords, respectueux. Elle n'a pas dit « je suis à la maison ». Elle n'a rien dit au début. Il se tenait là dans l'embrasure de la porte, ses yeux scannant le salon comme si c'était un endroit qu'elle savait. J'étais assis sur le canapé, Milo sur mon genou, rebondissant doucement. Il tendit la main vers elle. Elle se dirigea lentement et embrassa sa tête. « Pouvons-nous parler ?» elle a demandé. J'ai hoché la tête, lui étendu le bébé et je suis entré dans la cuisine. J'ai versé 2 verres d'eau et j'ai attendu. Elle m'a rejoint un instant plus tard, pieds nus, portant le poids de chaque choix qu'elle a fait et chaque mot qu'elle n'avait pas dit avant qu'il ne soit trop tard. « Je comprends que si vous ne voulez pas résoudre ce problème, a-t-elle dit. Je sais que j'ai cassé quelque chose que je ne peux pas simplement réparer ensemble. Je n'ai pas répondu, mais je veux être mieux, a-t-elle ajouté. Pas seulement pour nous, pour lui. Je l'ai finalement regardé. Alors voici mes termes. Elle se prépara. Qu'est-ce t'as vu? Mais pour l'instant, supervisez quand je le dis. Jusqu'à ce que je croie que Milo soit en sécurité et que votre tête soit claire. Elle hocha la tête. Deuxième reconnaissance du public. Vous avez menti publiquement. Vous avez ri publiquement. Vous le posséderez publiquement. Cela signifie votre famille, vos amis. Vous le nettoyez. Son souffle a pris. D'accord. Et troisièmement, nous commençons la thérapie ensemble. Séparés. Je m'en fiche. Mais cela ne fait avancer que si vous faites le travail. Si j'ai même l'impression de le simuler, j'ai fini. Aucun avertissement. Elle cligna des yeux. Et nous? Le mariage? J'ai fini mon eau et posé le verre doucement. Cela dépend de savoir si vous vous présentez maintenant, pas seulement pour moi, mais pour vous-même. Et à ce moment-là, j'ai réalisé autre chose. Elle aurait pu être elle qui est partie cette nuit-là, mais c'est moi qui ai vraiment entré dans la paternité, en respect de soi, dans une vie construite non pas sur la prétention, mais la vérité. Et à partir de maintenant, je ne demandais à personne la permission d'être à nouveau entière. Mois passé. Pas tranquillement, pas facilement, mais avec un rythme qui a lentement recommencé à se sentir comme une vie différente. Pas celui que j'avais construit avec l'illusion, mais celui à construit avec clarté. Au début, tout ressemblait à des décombres. Des morceaux brisés de ce que je pensais être un mariage, une famille, une maison. Mais parfois, lorsqu'une tempête déchire une maison, elle expose les bases de ce qu'elle est vraiment. Et le mien, ce n'était pas aussi brisé que je le craignais, juste enterré sous des couches de compromis que je n'aurais jamais dû faire. Isla a tenu parole. À ma grande surprise, elle a suivi chacun des termes que j'ai exposés. Elle n'a pas discuté des visites supervisées. Elle s'est présentée en thérapie, maladroite au début, gardée, mais elle a continué à se présenter. Et quand je lui ai dit qu'il était temps de dire la vérité aux gens qui avaient ri pendant que je souffrais, elle l'a fait. Elle ne l'a pas fait dans un grand annonce ou une confession dramatique sur les réseaux sociaux, mais elle leur a dit. Clarabelle, ses parents, ses amis proches. Elle les a laissés s'asseoir dans l'inconfort de ce qu'ils avaient déjà trouvé amusant. Je n'étais pas dans la pièce quand c'est arrivé, mais je n'avais pas besoin de l'être. Leur absence depuis suffisamment. Clarabelle n'est jamais revenue après ce dîner. Pas de texte, pas d'excuses, juste du silence. Cela me convenait.
Darlene et Wilmer ont envoyé une carte pour le premier anniversaire de Milo. Pas de paillettes, pas de ballons, juste une enveloppe blanche avec un joyeux anniversaire, Milo, en cursive et une carte cadeau à une librairie. L'effort était minime, mais le ton avait changé. Il n'y avait plus de supériorité dans leur posture, plus de sourire suffisant aux événements familiaux. Ils étaient plus silencieux maintenant, humiliés, peut-être même un peu peur de moi. Je ne les détestais pas pour ça. J'ai juste arrêté de leur donner les parties de moi qui pourraient être moquées. Milo a commencé à marcher quelque part au milieu de tout ça. C'est arrivé un mercredi. J'étais dans la cuisine en rinçant sur sa tasse de girouette et il était dans le salon vacillant entre le canapé et la table basse. Isla Walta avant même de me retourner. Quand j'ai regardé, il bougeait, les bras, les yeux écarquillés de détermination, ses pieds potelés atterrissant comme des coups de tonnerre sur le tapis. Il m'a regardé directement comme si j'étais le phare qui le tirait vers l'avant. Et quand il m'a atteint, il s'est effondré dans mes bras et a ri comme s'il venait de vaincre le monde. Ce moment a brisé quelque chose d'ouverture en moi. Pas de douleur, pas de chagrin, mais de confirmation. La biologie peut être la science, mais la parentalité, la vraie parentalité, est un millier d'actes invisibles pour se présenter. C'est être les bras dans lesquels ils tombent, la voix dans laquelle ils viennent, l'encre quand tout le reste est bruyant. Je n'avais jamais cessé d'être son père, et aucun morceau de papier ne pouvait changer cela. J'ai construit une nouvelle routine. Les matins étaient pour Milo et moi. Petit déjeuner tôt, dessins animés, promenade dans le parc si le temps le permettait. J'ai commencé à prendre des photos des moments banals. Pas les jalons, mais le vrai truc. Déversement de lait, boucle de tête de lit, biscuits à moitié épurés, et coussins de canapé. Vie. Je n'essayais plus de prouver quoi que ce soit. Je voulais juste m'en souvenir. Tout cela. Et Isla, elle est devenue plus silencieuse aussi. Plus introspectif. Elle n'a pas atteint les vieilles blagues ou prétendre que des choses étaient revenues à la façon dont ils étaient. Elle a écouté plus. Dit, je suis désolé sans défense. Elle s'est présentée en thérapie avec des choses écrites, des questions, des réflexions, parfois des confessions qui nous ont fait tous les deux. Mais la chose qui comptait le plus, elle a cessé de mentir sur tout, même les parties laides. Il y a eu un moment environ 3 mois dans le nouvel arrangement lorsqu'elle a demandé si nous pouvions nous asseoir dehors et parler. Milo était en panne pour une sieste. Le baby monitor a équilibré sur le portrait. Elle m'a tendu une bière, que je n'ai pas bu, mais j'ai apprécié le geste. Elle portait l'un de mes vieux sweatshirts, celui qu'elle avait l'habitude de voler pendant nos premiers jours de rencontre. Je sais que vous ne l'oublierez jamais, a-t-elle dit en regardant l'horizon. Mais pensez-vous que vous me pardonnerez jamais? Je n'ai pas répondu tout de suite. Le pardon n'est pas un interrupteur d'éclairage. Ce n'est pas un prix que vous remettez parce que quelqu'un dit qu'il est désolé. C'est un choix que vous faites chaque jour pour vivre sans laisser le passé étouffer le présent. Et la vérité était que je faisais toujours ce choix. J'apprends, j'ai finalement dit. Elle a hoché la tête. C'est juste. Nous nous sommes assis là. Je ne veux pas que je ne sois pas plus précieux que la paix. Froissé au coin. Encore une fois, et n'a pas tressailli. Je l'ai plié, je l'ai glissé dans une boîte étiquetée des documents et je l'ai poussé à l'arrière. Ne pas l'oublier, mais pour le retirer. Ce morceau de papier m'avait autrefois brisé. Maintenant, c'était juste un record d'un mensonge que j'ai survécu. À un moment donné, les gens ont commencé à poser des questions. Des amis, des collègues, même mon frère, qui avait remarqué l'absence d'Isla cette semaine-là, elle est partie. Je leur ai dit la version de l'histoire avec laquelle je pouvais vivre, que quelque chose de dur s'était produit, que nous y travaillions. Je n'ai pas fait d'Isla le méchant. Je ne me suis pas fait le héros parce que la vie s'intègre rarement dans des titres propres. Mais j'ai précisé clairement. Si jamais vous vous riez de moi, alors ne vous attendez pas à un siège. Maintenant, la maison a également changé. J'ai peint la chambre de Milo avec une murale sur les arbres, des étoiles, de petites constellations qui ont éplé son nom. Si vous avez le pli tout juste, j'ai remplacé les vieilles chaises de restauration. J'ai acheté de nouveaux plats. Cela semble idiot, mais j'avais besoin de reconstruire la maison avec mon empreinte digitale. J'avais besoin de recommencer le nôtre. Pas le stade d'une performance, mais l'abri de notre réalité. Isla a demandé une fois si j'avais déjà pensé à partir. Je lui ai souvent dit oui,
surtout pendant ces premières semaines où tout ressemblait à un test pour lequel je n'ai pas étudié. Mais je lui ai aussi dit la vérité. Chaque fois que je regardais Milo, j'ai vu une raison de rester. Pas pour elle, pas pour une image, mais pour le lien, on avait gagné chaque jour où je me suis présenté. Je ne sais pas si nous resterons mariés. Certains jours, nous avons l'impression de retrouver notre chemin. D'autres jours, nous avons l'impression d'apprendre à dire au revoir sans tout brûler. Mais quoi que ce soit, je le sais. Je ne suis plus le même homme. L'homme qui avait autrefois besoin de leur approbation a disparu. L'homme qui avait l'habitude de rester silencieux lorsqu'il ne respectait plus ne se situe plus en silence. L'homme qui avait l'habitude de penser que je m'aime a frappé pendant tout a appris que l'amour sans vérité n'est pas l'amour. C'est la captivité. Maintenant je parle. Je me tiens. Je protège la paix que j'ai construite comme une porte autour d'un jardin sacré. Parce que cette histoire, elle a cessé de trahir il y a longtemps. C'est devenu autre chose, quelque chose de plus profond. Il est devenu de devenir père, non pas par le sang, mais par le lien. Il est devenu de récupérer mon nom.